du 8 mars, et vous le savez pour nous, au MoDem, le 8 mars est une date particulièrement importante qui nous permet finalement de voir le chemin parcouru et tout ce qui reste à faire. Je voudrais rappeler que le MoDem n'a pas simplement une secrétaire générale, mais a fait inscrire la parité dans l'ensemble de ses instances l'année dernière, mais la met en œuvre depuis maintenant plus de 15 ans. Et c'est une volonté de la part des dirigeants du mouvement démocrate que de faire en sorte que l'engagement de toutes et tous soit facilité. Alors, il y a la question de la parité en politique, et on en reparlera avec Frédéric. Il y a la question, évidemment, de l'égalité salariale, la question de la lutte contre les violences faites aux femmes. Il y a beaucoup de sujets, encore et toujours, dans notre pays, comme à l'extérieur de nos frontières. Et c'est pour ça que le 8 mars est important, et qu'au mouvement démocrate, ce n'est pas simplement le 8 mars que c'est important. Je voudrais remercier toutes celles et ceux qui sont à l'origine de cette soirée. D'abord, vous présenter Anne-Caroline Berthet, qui est la directrice générale du MoDem. Oui, c'est très féminin chez nous. Ainsi que toute l'équipe, évidemment. J'ai vu Virginie, j'ai vu Hugo, j'ai vu Thomas, Franck, j'ai vu Lola également, Lélio, et évidemment François et Jacques Laurent, à qui je n'ai pas attendu le décompte. Excuse-moi, Jacques Laurent. Évidemment, saluer les jeunes démocrates, leur président Jules Pasquier. Et Louise Daniel, à l'origine de cette soirée, que je remercie infiniment. Au MoDem, on a des adhérents, on a des sympathisants, on a des amis qui sont très engagés sur ces questions, on a des élus locaux très engagés sur ces questions, et on aura la chance d'avoir un éclairage de leur part. Et c'est aussi extrêmement précieux parce que ça montre qu'avec de la volonté, on peut faire changer les choses, et vous en êtes des exemples vivants. On a aussi des parlementaires qui sont extrêmement engagés sur cette question. Je voudrais rappeler que la lutte contre le harcèlement de rue a été portée par l'un de nos parlementaires, Erwan Balanan, que la question des violences faites aux femmes a été portée admirablement par notre collègue Sandrine Josso. Et on a des élus à l'Assemblée nationale, au Sénat, au Parlement européen, qui sont extrêmement engagés sur ces questions. Et nous avons l'honneur aujourd'hui, et c'est pour nous véritablement un honneur, que d'accueillir Rada Hatem, qui nous fait le plaisir et l'amitié de venir ce soir pour être notre grand témoin, donc que j'appelle tout de suite à la tribune sous vos applaudissements. Et j'appelle Louise et Jules pour animer cette soirée. Bonne soirée à tous. Bonsoir à tous. Merci Maud pour tes mots. Ravi de vous voir en cette veille de journée si importante pour nous et en particulier au mouvement démocrate. Sans plus tarder, je tenais à vous remercier, Rada Hatem, de votre présence avec nous ce soir. Vous êtes gynécologue, obstétricienne, médecin-chef. Vous êtes aussi, surtout peut-être, la fondatrice de la Maison des Femmes, qui est en première ligne pour l'accompagnement à la fois psychologique des femmes, l'accompagnement sur les violences physiques, et l'accompagnement juridique, parce qu'aujourd'hui encore, de trop nombreuses femmes sont victimes de violences dans ce pays. Alors j'ai regardé quelques-unes de vos interventions en préparant cette soirée, et plusieurs fois j'ai aperçu que vous avez plusieurs fois déclaré qu'en réalité vous souhaitiez que cette journée du 8 mars n'ait plus lieu. Alors on vous reçoit et vous nous faites l'amitié de venir au MoDem à la veille de cette journée du 8 mars, et je crains que malheureusement, encore aujourd'hui, elle est plus que jamais nécessaire. Rada Hatem, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours et de ce qui a motivé la création de la Maison des Femmes de Saint-Denis ? Merci beaucoup pour cette invitation. Merci aussi pour votre engagement et pour la féminité de votre
équipe managériale, si je puis dire. Alors, mon parcours, j'ai 20 minutes, c'est ça? Parce qu'il a commencé il y a longtemps. Moi, je suis née au Liban. Donc, comment dire, je suis née dans une famille de la petite bourgeoisie catholique libanaise. Et j'ai eu la grande chance de faire des études dans un lycée de la Mission laïque française. Et ça, c'est pour moi, comment dire, c'est quelque chose de fondateur. Parce que le Liban, vous le savez, est déchiré par des guerres pseudo-religieuses. Et l'enseignement y est extrêmement porté par différentes communautés. Et la chance qu'on a quand on est élevé au lycée français, c'est qu'on tombe à pieds joints dans la laïcité. Et on comprend que sans laïcité, il n'y a pas d'issue, en tout cas pas pour le monde arabe. Et malheureusement, aujourd'hui, on en est extrêmement loin. Et voilà, j'en profite pour avoir une petite pensée pour ce qui se passe en Palestine, en Israël. Moi, je suis née, le conflit était déjà extrêmement présent. J'ai passé toute ma petite enfance à me dire, mais ça va s'arrêter quand ? J'ai des souvenirs de couvre-feu parce que c'était la guerre de 67, de sentiments d'insécurité permanents et bien sûr de cette guerre sans queue ni tête qui a abouti à beaucoup de morts et pas grand-chose d'autre. Et c'est justement cette guerre qui m'a poussée à me dire je ne peux plus rester dans ce pays parce que la tension est tellement insupportable que je vais finir par m'engager dans un parti parce qu'il faut que je fasse quelque chose et je ne voulais surtout pas faire quelque chose dans cette guerre qui n'avait pas de sens. Donc j'ai postulé pour aller en France, j'ai passé mon bac et j'ai eu la chance d'être acceptée à la faculté de médecine Necker, ce qui m'a permis évidemment d'avoir une formation extrêmement solide. Et ensuite j'ai embrassé la gynécologie parce que la gynécologie c'est un métier de passion. J'ai fait un stage quand j'étais bébé docteur dans une maternité. Et là, je me suis dit, non, c'est trop bien ce truc. On s'occupe de femmes, et puis il y a des couples, et puis il arrive un bébé au milieu, et ça crée une famille. Et ce que j'aimais par-dessus tout, c'était ce côté à la fois, il y a de la chirurgie, donc il y a de la technique, et puis il y a beaucoup de psychologie. Et puis il y a beaucoup d'innovation parce que bien sûr on fait des césariennes depuis Jules César, mais on a beaucoup amélioré notre pratique. Et si je prends un exemple, quand j'ai commencé mes études, une femme qui avait fait une césarienne, elle restait 15 jours à l'hôpital, dont 8 jours couchés parce que attention, il ne fallait pas qu'elle se lève. Et aujourd'hui, on peut rentrer à la maison pratiquement le soir d'une césarienne. Alors je ne dis pas que c'est bien. Parce qu'on a le droit de se reposer aussi, mais je veux dire, on est tellement plus en forme. Et ça, c'est des innovations techniques, etc. Et puis la PMA, ensuite, quand j'étais bébé gynéco, et que par exemple les femmes avaient les trompes bouchées, eh ben, c'était foutu. On allait, évidemment, on faisait de la microchirurgie, on raboutait les trompes, ça marchait pas très bien. Et puis quand les hommes avaient très très peu de spermatozoïdes, ben, c'était foutu aussi. Et puis maintenant, on sait faire des bébés avec un seul spermatozoïde pratiquement. On sait se passer des trompes, on sait faire plein de trucs dont on n'avait pas idée à l'époque. Donc tout ça, ça a été des révolutions techniques passionnantes. Et puis, ben évidemment, je m'occupais principalement de femmes. Et quelque chose que je n'avais pas du tout appréhendé et pas appris à la faculté de médecine, c'est que la violence est une maladie. Et ça, je n'en avais pas conscience. En revanche, ce que j'ai assez rapidement compris grâce à mes patientes, c'est que derrière des destins qui ont l'air extrêmement lisses, extrêmement chouettes. Moi, j'ai exercé à Saint-Vincent-de-Paul, dans le 14e. Mes patientes, c'était des avocates, des médecins, des femmes de médecins, des femmes d'hommes politiques. Et donc, on aurait pu imaginer que c'était un monde où tout était rose. Et en réalité, ces femmes me témoignaient de violences dans leur couple, d'humiliation, d'agression, alors que, évidemment, elles donnaient le change. Parce que dans ce milieu-là, on n'en parle pas. C'est extrêmement déshonorant. Plus on est élevé dans la catégorie socio-professionnelle, et plus c'est difficile d'en parler, je trouve. Et donc, petit à petit, je me suis dit, mais bon, ça, c'est pas possible, il y en a beaucoup.
Et aussi, quelque chose d'autre que j'ai découvert, encore avec mes patientes, c'est que le nombre d'agressions sexuelles que vivaient les femmes, notamment dans leur enfance, était dramatiquement élevé. Alors, je vous donne 2 exemples extrêmement parlants. Je suivais une jeune femme qui faisait, je ne sais pas quoi, un doctorat, et qui me dit, dès la première consultation, je veux une césarienne. Donc, je dis, écoutez, on va voir, hein, vous êtes enceinte d'1 mois. Et tous les mois, elle me disait, je veux une césarienne. Et à l'époque, on était un peu anti-césarienne quand même. Je dis, mais enfin, vous avez un beau bassin, un petit bébé, pourquoi ? Et la dernière fois, elle craque, elle me dit, mon père m'a violée entre mes 8 et mes 15 ans, et rien de bon ne peut sortir de là. Donc là, je me dis, mais quel imbécile, tu aurais pu y penser. Et je lui fais une césarienne. Et puis, autre contexte, je m'occupe d'infertilité, je reçois un jeune couple charmant, PDG de je sais pas quoi, et CEO de je sais pas quoi. Et on commence à des investigations parce qu'ils n'arrivaient pas à avoir un bébé. Et je fais des examens dans tous les sens, tout est normal. Donc je les reçois, je leur dis, écoutez, je ne comprends pas, tout est normal, mais j'ai oublié de vous poser une question, pas toujours facile. Je ne vous ai pas demandé la fréquence des rapports, parce que ça fait partie de l'interrogatoire. Et là, le mec blêmit et me dit, on n'a pas de rapport. Non mais, alors, j'ai eu des couples une fois. Ils n'avaient pas de rapport parce qu'ils pensaient qu'il fallait s'embrasser, c'est tout. Ça ne marchait pas. Là, c'était beaucoup plus grave. Il me dit, on a tous les 2 été violés dans notre enfance, ce n'est pas possible. Et là, je me suis dit, bon, je crois que j'ai compris. Donc, eux, je leur ai fait une insémination. Ils ont eu un bébé, c'est formidable. Et je me suis dit, il faut faire quelque chose. Et donc, j'ai commencé à creuser cette question. Je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup de publications, en fait, sur l'impact des violences sur la santé, l'impact des violences sur la vie des gens. J'ai découvert ce que j'ignorais complètement, c'est que vivre dans la violence, notamment vivre dans un foyer violent, c'était exactement comme vivre dans un pays en guerre. Et ça, je vois à peu près ce que c'est. C'est-à-dire que vous êtes tout le temps sur le qui-vive, comme par exemple quand vous guettez un franc-tireur ou une bombe qui a éclaté chez le voisin et qui pourrait éclater chez vous, c'est la même chose. Dans votre cerveau, avec les IRM, vous avez les mêmes traces. Et évidemment, sur la santé globale, les effets sont massifs. C'est-à-dire que déjà, quand on subit de la violence, on a l'esprit complètement embrouillé, on est incapable de s'occuper de soi. Donc on va laisser passer des examens de santé, on ne va pas faire des trucs de prévention, on va négliger des traitements parfois importants. Et puis quand on subit de la violence, on subit du stress. Alors évidemment qu'être au Bataclan le soir en question, c'est un énorme stress. Mais si vous allez bien, si après le Bataclan vous êtes pris en charge et accompagné, ce stress va s'estomper petit à petit. Alors que si tous les soirs vous pensez que vous allez mourir, eh bien votre stress il est massif et vous sécrétez des hormones de stress tout le temps. Et ces hormones ont un impact catastrophique sur votre santé. Donc déjà, on peut mourir de stress extrême, bien sûr, mais toutes ces hormones sécrétées en permanence vont altérer votre immunité et vont favoriser toutes sortes de maladies. Et puis, il y a le fait d'être contracté en permanence, parce qu'on attend que ça pète. Et je comprends mieux pourquoi mes patientes, elles avaient tout le temps mal au dos, mal partout, des douleurs incompréhensibles. J'avais beau faire des IRM, des examens, je ne trouvais rien. Après, je comprenais mieux. Donc, je n'avais rien inventé, j'avais juste découvert ce continent. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire ? Parce que ce qui a été intéressant en santé, c'est qu'on a offert des parcours de soins pour plein de maladies. Vous avez un cancer, vous avez un parcours pour les cancers. Vous êtes obèse, vous avez un parcours pour l'obésité. Et je fais juste une petite incise pour l'obésité, par exemple. On sait aujourd'hui qu'un tiers des personnes qui se font opérer pour obésité ont subi de la violence sexuelle. Et que cette obésité, elle est venue comme une compensation, comme pour se cacher son corps, ne plus être désirable. Et si on opère ces gens sans creuser cette question, sans apporter un traitement spécifique, eh ben, l'opération va être un échec et ils ne vont jamais guérir de leur obésité. Donc vraiment, tous les domaines de la santé sont impactés. Et je me suis dit, il faut créer un parcours, un de plus, pour les personnes victimes de violences. Alors, on me dit tout le temps, et la maison des hommes, donc je la fais avant que vous me la fassiez. Oui, les femmes sont des êtres humains, les femmes sont capables de violence. Il y a des femmes qui tapent leur mari, il y a des femmes qui violent leurs gamins, oui. Mais statistiquement, si on regarde qui est en prison, c'est quand même 95%
90% au moins des cas, c'est des hommes. Et dans plus de 90%, c'est pour des faits de violence, qui ne sont pas que de la violence conjugale, bien sûr. Mais malheureusement, la violence est portée par les hommes et elle nous coûte un fric de dingue, comme dirait l'autre. Pourquoi ? Parce que la santé des gens qui est altérée, les examens répétés et inutiles, l'errance médicale, la police, la justice, la prison, ça coûte un fric fou, ça ne sert à rien. Donc voilà, c'était pour moi évident qu'il fallait s'en occuper. C'est comme ça qu'est venue cette idée. Au début, je voulais juste 4 bureaux pour pouvoir offrir un accueil. Je n'avais aucune vision. Je n'avais pas de business plan, rien. Mais le hasard m'a rendu les choses difficiles et en même temps m'a aidée parce que l'hôpital était plein à craquer. Je travaillais à l'hôpital de Saint-Denis, donc j'ai fait ça à Saint-Denis. Alors après, on me dit oui, tu as fait ça parce que c'est un quartier de migration et de pauvreté. Et je suis désolée, j'ai autant de patientes dans le 16e qu'en Seine-Saint-Denis. Et donc, j'ai été voir la directrice et je lui ai fait part de mon projet. Elle m'a dit c'est génial. Mais voyez-vous, nous venons de faire un emprunt, nous n'avons pas de place, je ne sais pas. Il y a un parking là, je ne vais rien en faire, je vous le donne. Bien, merci beaucoup, madame. Je ne sais pas ce que je vais faire avec un parking. Et là, je me suis dit, bon, il faut construire un bâtiment. Et comme ce n'était pas du tout mon métier, ni de construire des bâtiments, ni de lever des fonds, j'ai galéré, mais vraiment galéré. Parce que, voilà, moi, je suis une migrante première génération, je n'ai pas de réseau. J'ai une grande gueule. Et parce que j'ai 3 frères et ça aide. Et donc, voilà, j'ai poussé les portes les unes après les autres. J'ai fini par trouver de l'argent, là où il y en a, c'est-à-dire dans les entreprises privées, dans les fondations. Et donc, petit à petit, j'ai pu réunir le presque million qu'il fallait pour construire ce premier bâtiment. Et très rapidement, on a été submergé de demandes. Et donc, au bout d'un an, on était à l'étroit. Donc, j'ai dû remendier pour doubler la surface. Et puis ensuite, les choses se sont enchaînées parce que politiquement, il fallait absolument convaincre, il fallait que le gouvernement puisse aussi financer, parce que c'est pas possible que ça repose que sur le privé. Donc on a réussi à convaincre quelques députés de nous accompagner. On a obtenu ce qui s'appelle une MIG, une mission d'intérêt général, qui finance les dépenses de santé non prévues par la T2A. Et donc aujourd'hui, le gouvernement dit Maison des femmes, donc ça nous fait très plaisir. Le gouvernement veut une maison des femmes dans chaque département, ça nous fait très plaisir. Le gouvernement ne met pas en regard la somme qu'il faudrait, donc on est encore assez tributaire de nos mécènes. Mais ce qu'il y a eu d'extrêmement incroyable dans cette aventure, c'est que j'ai rencontré des gens fabuleux. Le premier, et je sais que le Grand Capital n'a pas bonne presse, mais c'est pas grave, François-Henri Pinault, qui a été mon premier mécène, qui m'a tout de suite fait confiance, qui m'a dit « je crois en votre projet », qui m'a donné de l'argent, qui 10 ans après me donne encore de l'argent. Et ensuite, le mouvement a réussi à embarquer plein de mécènes, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est capable d'accompagner toute nouvelle structure avec ce club de mécènes en leur donnant 150 000 € par an pendant 3 ans. Là où ce que donne le gouvernement, en moyenne, c'est 150 000 € par an et par structure. Donc, grâce à eux, aujourd'hui, nous avons 30 maisons des femmes réparties sur le territoire national. On vient de valider la 30e qui est à La Réunion. Là, je reviens d'Antoine Béclair, où on inaugurait en grande pompe la maison des femmes d'Antoine Béclair. Donc ça, c'est quand même, en bientôt 9 ans, une vraie source de satisfaction pour l'équipe. Et puis après, en fait, cette petite association que j'avais créée juste parce que les fondations m'avaient dit « Non, mais on ne peut pas te donner de l'argent comme ça, il faut que tu aies une asso ». Donc, j'ai créé une asso. Aujourd'hui, elle accompagne ce déploiement et puis elle fait du plaidoyer. Par exemple, une femme dans la salle m'a rappelé notre engagement sur les certificats de virginité, qui a été un grand combat, en fait, parce que les gens qui parlent de certificat de virginité ne savent pas de quoi ils parlent et ont les idées toutes faites et pondent des lois qui n'ont ni queue ni tête, comme mettre en prison un médecin qui fait un certificat pour sauver une jeune fille. Donc ça a été un gros combat. L'allongement du délai de l'IVG et plein d'autres. Donc ça, on fait énormément de plaidoyer. On fait de la formation aux policiers, aux magistrats, aux infirmières, aux médecins, des sensibilisations dans les lycées, les collèges, les entreprises. Hier soir, j'étais à Polytechnique et j'étais absolument ahurie par les témoignages des jeunes filles. Elles sont 15% à Polytechnique. Elles se prennent de plein fouet un monde d'un machisme incroyable. Et elles me racontent que, par exemple, les jeudis soirs, c'est les soirs où l'alcool coule à flot,
eh bien, il y a des agressions sexuelles à tous les coins de rue, que les garçons rentrent dans leur chambre quand ils sont bourrés, les obligent à coucher avec eux, qu'elles ont beau dire non, tout le monde s'en fout. En 2025, à Polytechnique, ça fait mal. Donc elles m'ont dit, mais comment on peut faire? Je leur ai dit, on n'est que 15%. Je leur ai dit, oui, mais 15% de vous, c'est pas rien. Et donc, j'espère qu'elles vont arriver à renverser la vapeur. Bref, tout ça pour vous dire qu'on fait plein de choses. La dernière chose qu'on fait, c'est qu'on a ouvert un foyer d'hébergement pour jeunes filles de 18 à 25 ans, sans enfants. Pourquoi ? Parce que, vous le savez, l'aide sociale à l'enfance aujourd'hui, qui évidemment essuie le feu des critiques parce qu'elle est plus que perfectible, accompagne les enfants jusqu'à 18 ans. Après 18 ans, c'est la rue. Parmi les SDF, un bon tiers vient de l'aide sociale à l'enfance. Et que ce n'est pas possible de mettre dans la rue des gamins qui ont 18 ans. Donc, on fait un petit truc, hein, on a 35 places, ce n'est pas non plus le Pérou, mais au moins, on leur offre un accompagnement psychologique, social, éducatif, un toit sur la tête, de quoi manger, le retour vers soit l'emploi, soit des études. Et on a quelques belles histoires de gamines qui ont passé leur bac, qui sont infirmières, qui ont fait un CAP de pâtisserie ou je ne sais pas quoi. Voilà, ça m'occupe beaucoup. Ça touche plein de sujets dans la société. Il y a au moins 5 ministères concernés, puisque c'est le logement, le droit des femmes, la santé, la ville, l'enfance, etc. Donc voilà, il n'y a que des choses à faire et j'espère que vous êtes plein d'énergie. Merci. Pour les questions ? Oui. Est-ce qu'il y a certaines personnes, excusez-moi, qui ont des questions? On buvait tous vos paroles, on était sous le choc et bouleversés par ce que vous avez dit. On va prendre des questions maintenant, on va les prendre plus tard. De toute façon, on vous laissera réagir aussi aux propos des différents élus qui vont intervenir. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage et votre parcours qu'on a, à mon avis, chaudement applaudi. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle un petit peu avant qu'on passe aux prochains élus ? Merci beaucoup pour ce témoignage. La première question est bien sûr si vous pouvez décrire le parcours auquel vous faites allusion. Merci. J'avais tellement peur de dépasser mon temps. Oui, alors le parcours, il est évidemment 360 degrés parce que les besoins sont comme ça. Quand vous subissez des violences, vous avez plein de problèmes. Le premier, c'est déjà de comprendre que vous subissez des violences. Combien de femmes m'ont dit, mais... alors, il ne m'a pas donné de gifle, hein, il n'a pas essayé de m'étrangler, mais il me crache dessus, il m'humilie devant les enfants, il me hurle dessus. Est-ce que c'est de la violence ? Texto. Je dis oui, je crois que ça relève du pénal même. Donc déjà, c'est ce qu'on appelle la psychoéducation, comprendre ce que vous vivez. Ensuite, l'accepter. Parce que c'est pas facile. La plupart des femmes ne veulent pas déposer plainte. La plupart des femmes, elles sont amoureuses de cet homme. Elles l'ont choisi, elles ont construit une vie, elles ont fait énormément de sacrifices. Et au moment de se dire, je fous tout en l'air, je dépose plainte, c'est pas possible. Se rajoute à ça, évidemment, l'environnement social. Parce que même dans les CSP++, la famille est là et dit, non mais on divorce pas chez nous, ma chérie. Et puis tu as une belle vie, mais qu'est-ce que... Accepte, ta mère a été battue, ta grand-mère aussi, fais avec. On a les mêmes dans les banlieues, hein, pour d'autres raisons. Donc, comprendre, accepter, et ensuite prendre soin de sa santé. Donc, on a toutes sortes de médecins, des généralistes, des gynécos, des psychiatres. On a eu un moment une dermato, enfin, tous les besoins sont là. L'addictologie, parce que quand on est victime de violence, on va avoir tendance à essayer d'oublier au travers de utiliser les médicaments à mauvais escient, boire plus que nécessaire, avoir recours à des drogues, donc il faut aussi prendre en charge ça. Et puis ensuite, on a des psychologues, parce qu'il faut... La thérapie, c'est long, c'est très très long. Et puis ensuite, on a signé un partenariat avec le commissariat, donc on a des policiers qui viennent toutes les semaines et qui prennent les plaintes lorsque les femmes sont prêtes. Il faut parfois 1 an
pour une femme pour qu'elle accepte de déposer plainte. Et elle accepte parce que c'est chez nous, parce qu'elle ira jamais au commissariat, parce que toutes ses copines lui ont raconté qu'on leur parlait mal, on les agressait, on leur demandait de prouver ce qu'elles disaient parce que c'était pas vrai, etc. Ensuite, on a évidemment des juristes, des avocats, parce qu'il faut continuer la chaîne. Et puis on a beaucoup d'ateliers psychocorporels, parce qu'une femme qui est humiliée tout le temps, elle a une très mauvaise estime d'elle-même, et donc le fait de lui donner l'occasion de faire du théâtre, du karaté, de l'art-thérapie, du yoga, ce que vous voulez, ça aide à guérir beaucoup plus vite. On a une prise en charge corporelle, parce que c'est sur le corps que ça se passe, kiné, ostéo, psychomote, et on a aussi une permanence, alors ça c'est des bénévoles qui la tiennent, administrative. Parce que souvent les femmes sont tellement en vrac dans leur tête qu'elles n'arrivent même plus à trier leurs papiers. Il faut leur dire non mais vous devez ouvrir un compte en banque que monsieur ne connaît pas. Vous devez faire expertiser votre téléphone parce que vous me dites que chaque fois que vous sortez, il ne sait pas où vous allez et ah, il est là, c'est bizarre. Donc vous avez sûrement un tracker, etc., etc. Ça les aide vachement. On a une petite permanence retour à l'emploi, parce que l'emploi, c'est l'argent, c'est l'autonomie. Et voilà, c'est déjà pas mal. Et notre objectif, avant de ne plus avoir besoin du 8 mars, c'est de peut-être plus avoir besoin des maisons des femmes, mais notre objectif, c'est la sortie de la violence. C'est long, c'est compliqué, c'est douloureux. Bonsoir. D'abord, j'aimerais remercier Madame Gradatem d'être présente parmi nous, et c'est un honneur déjà de pouvoir lui parler directement parce qu'on la voit souvent à la télé, en fait, pour ceux qui la suivent souvent. Moi, personnellement, je la connais depuis l'époque de l'interdiction des certificats de virginité. Et donc, justement, c'est pour ça que je voulais vous poser une question par rapport au certificat de virginité et son interdiction. À l'époque, vous m'avez bien expliqué que c'était en 2017. Moi, je pensais que c'était un petit peu plus avant. Donc, je voulais savoir que depuis cette interdiction-là, maintenant que c'est acté, est-ce que vous avez constaté une diminution de violence consécutive au fait qu'on demande ce certificat de virginité ou pas? Donc en fait, l'évolution par rapport à ça, est-ce qu'il y a eu une progression? Est-ce qu'il y a eu plutôt une régression? Est-ce que vous avez reçu quand même d'autres femmes qui sont victimes de violences à cause de ça? Ça, c'est ma première question. Alors, ma deuxième question, en tant qu'élue régionale, je suis élue locale, du coup, forcément, on est plus en proximité avec les concitoyens et les concitoyennes surtout. Et donc, en tant qu'élus locaux, qu'est-ce que vous attendez de nous? Je sais que sur mon territoire, la Normandie, il y a une deuxième maison des femmes dans l'Eure, le département de l'Eure. C'est pas très loin de chez moi, en fait, c'est une quinzaine de kilomètres. Je suis allée pour discuter un petit peu avec l'équipe sur place, et donc ils nous ont expliqué ce qui se passait, mais j'ai pas eu l'honneur ou l'occasion ou la chance de parler avec les femmes qui sont victimes de violences, pour toutes les raisons qui font qu'ils les protègent des fois et tout le reste. Et donc, ce que je voulais savoir, c'est qu'est-ce que vous attendez de nous en tant qu'élus locaux et qu'est-ce qu'on pourrait apporter à votre lutte dans ce domaine-là. Donc voilà, je vous remercie pour votre présence et pour votre réponse. Merci beaucoup. Alors, en fait, la question des certificats de virginité, elle dépasse largement la question du certificat. Le vrai problème, c'est l'exigence de virginité qu'on retrouve dans beaucoup de cultures et en France. Et le fait d'interdire aux médecins de faire un certificat, c'est une absurdité monumentale. Parce que j'en discutais avec un ami qui est juif et qui me disait « Mais tu as raison, parce que en 1939, il y a pas mal de médecins qui ont fait des faux certificats de non-circoncision qui ont pu sauver des juifs. » Et les gens mélangent tout, c'est-à-dire les gens mélangent certificat de virginité avec test de virginité. Les tests de virginité, c'est mettre 2 doigts dans le vagin d'une femme. Alors après, on est sûr qu'elle est plus vierge, hein, pour dire ah non, c'est un peu serré, elle est vierge. Et c'est des trucs qu'on fait. Par exemple, j'ai appris que pour entrer dans l'armée en Égypte, vous deviez subir un test de virginité. Il y a des belles-mères dans des familles qui vont tester la virginité de leur bru. Donc ça, c'est non, c'est pas possible. En revanche, moi je reçois une femme qui me dit ma belle-mère me pourrit, ma mère va me tuer, mon père me flique, est-ce que je pouvais me faire un certificat de virginité? Je dis bien sûr, et je m'en fous qu'elle soit pas vierge. Et j'assume totalement le fait que ça soit un faux certificat. Donc il faut... Et lorsque Marlène Schiappa a sorti ce truc en disant les médecins qui font des certificats de virginité vont être interdits d'exercice, ou je sais pas ce qu'elle avait dit, là oui, je suis sortie de mes gonds, parce que
Évidemment que non, ça ne s'est pas arrêté. Et je reçois encore des demandes de filles qui habitent dans le sud de la France, au Maroc, d'Arabie Saoudite. J'ai réparé l'hymen d'une Saoudienne qui a dit à ses parents qu'elle venait faire les soldes à Paris. Ça ne va pas s'arrêter. Ça ne s'arrêtera que quand les hommes arrêteront de penser que s'ils ne sont pas les premiers, c'est la fin du monde. Mais c'est un autre sujet. Alors, qu'est-ce que j'attends de vous ? Mais tout, je veux dire, il faut tout reprendre. L'éducation, l'école, l'aide sociale à l'enfance, l'hébergement, l'égalité dans les métiers, l'égalité salariale. Il faut... Je ne sais pas, la tâche est immense. Et ma crainte aujourd'hui, j'ai deux craintes. Il y a une espèce de lassitude parce que, évidemment, le discours féministe a pris de l'ampleur. Les jeunes féministes sont bien plus agressives que je ne le suis. Moi, je suis une vieille chouette. Mais on sent que les garçons disent oh. Hier soir, les garçons à Polytechnique, je leur disais bon, le consentement alors. On n'en peut plus, on nous en parle toute la journée. Oui, mais moi, de ce qu'on me raconte, vous ne le respectez pas vraiment. Donc, oui, il y a énormément de sujets qu'il faut que vous portiez, vous, politique, sans parler du coût de tout ça. Parce qu'aujourd'hui, mon autre crainte, c'est qu'on va me dire, oui, mais maintenant, c'est l'effort économique, on prépare la guerre, même les entreprises. J'ai peur à la fois qu'elles soient un peu agacées du sujet. À force, on parle de gender fatigue, pourquoi pas. Et puis aussi, on va mettre notre argent ailleurs. Déjà, on va moins bien. Moi, j'ai des gros donateurs qui me disent « Oui, mais ça va moins bien dans l'entreprise. Je ne vais pas pouvoir te donner autant qu'avant. » Donc, j'attends beaucoup de soutien de votre part à tous et toutes. Merci beaucoup. On va commencer la soirée, continuer la soirée après votre témoignage en accueillant les... les élus locaux qui nous font l'honneur de leur présence ce soir, notamment Madame Aline Rirorsuk, qui est conseillère municipale sur la commune de Seille et qui va nous expliquer un petit peu ce que sa commune a mis en place pour protéger les droits des femmes. Bonsoir mesdames. Bonsoir à tous. Je suis ravie d'être parmi vous ce soir. Merci beaucoup pour cette invitation. Donc, je suis élue dans une petite commune de Haute-Garonne et je suis l'élue référente parité hommes-femmes et violences faites aux femmes. Depuis 2 ou 3 ans, nous avons commencé à déployer le dispositif national qui s'appelle Angela. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est un dispositif qui va protéger les personnes qui se sentent harcelées pour le harcèlement de rue. C'est un dispositif qui vient des États-Unis et du Canada, à l'origine d'Angleterre, qui a été déployé aux États-Unis et au Canada et qui est arrivé en France. Depuis 2020, nous essayons de le déployer dans l'ensemble de la France. Donc ça consiste en quoi ? C'est un autocollant que les commerçants qui signent la charte, qui s'engagent donc à protéger les personnes qui se sentent harcelées, à les prendre en charge et à communiquer, à les appeler et à les mettre tout simplement, à mettre ces personnes-là à l'abri du harceleur. Voilà. Et ces commerçants sont formés par la police. S'ils acceptent de signer la charte européenne, la charte d'engagement, ils reçoivent une petite formation de la police municipale. Alors, je sais pas. Et ensuite, ils reçoivent l'autocollant qu'ils mettent sur leur vitrine. C'est un dispositif qui est déjà assez déployé sur la métropole toulousaine. Avec ce dispositif-là, nous avons aussi depuis quelques années, nous distribuons autour du 25 novembre les poches à pain. Je ne sais pas si vous le faites sur les autres communes avec le violentomètre. Il y a le logo du violentomètre. Dans le cadre également d'Angela, nous avons, à l'année, nous avons réservé une chambre d'hôtel dans l'hôtel de la commune. Il y a une chambre qui est réservée à l'année dans le cas dans le cas où une femme... dans le cas d'une violence femme ou homme.
Nous avons également le système des femmes aspirantes, où nous sélectionnons chaque année 5 femmes aspirantes, des femmes remarquables, voilà, qui sont mises à l'honneur dans la commune et dans Toulouse Métropole. Il peut s'agir de médecins, de pilotes, enfin toutes sortes de personnes que nous avons donc sélectionnées, qui sont ensuite reçues par le maire de Toulouse pour une réception autour du 8 mars. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà, c'est déjà pas mal d'actions qu'on fait sur notre commune. Si vous avez des questions. Et je crois que c'est assez important, comme le disait Rada, de mettre en avant aussi les femmes qui sont présentes dans les métiers de sciences, qui ne sont pas assez présentes. Oui. Et c'est évidemment ce que vous faites avec les femmes inspirantes. Oui, non, il y a les femmes inspirantes et puis il y a les femmes de science, les femmes XXL, donc XXL, L au pluriel. Voilà, ça c'est une exposition de portraits de femmes de science qui est itinérant sur la métropole. Et cette exposition, on invite toutes les écoles, les collèges à venir la visiter. Il y a également, on a eu cette année Julie Battu, qui est directrice de recherche au CNRS, qui a fait une intervention sur ses travaux sur le développement embryonique. Voilà. C'est pour montrer aux enfants, aux jeunes filles que on peut également faire autre chose que de la finance ou de l'administratif. Voilà. Moi, j'avais d'abord une remarque et puis ensuite une question. Merci beaucoup. D'abord, la remarque, c'était pour faire écho à ce que vous avez dit tout à l'heure sur être féministe, qui est un terme parfois décrié, malheureusement. Moi, j'aime bien parler d'humanisme. Je trouve que combattre pour l'égalité des femmes, c'est combattre pour l'humanité, en vérité, et pour une société plus apaisée. Et du coup, voilà, c'est le terme que j'utilise pour combattre un peu ce côté négatif parfois que peut revêtir le terme de féminisme. Alors au-delà, j'avais une question parce que moi aussi je suis élue locale et je voulais savoir comment avait été accueilli par les concitoyennes l'ensemble de ces actions que vous avez faites et comment vous les avez mises en visibilité. Alors nous sommes allés visiter tous les commerçants, les établissements sur la commune de Seille. On en a près 25. On est allé avec la référente des commerces, moi-même, et la police municipale. Et on leur a présenté le dispositif. Ceci dit, sur les 25 établissements qu'on est allé voir, donc on a demandé un retour, on a eu 7 retours. 7 personnes, 7 commerçants, 7 établissements qui ont signé la charte d'engagement. Là, on est en train de relancer les personnes, les établissements que nous avons visités. Le maire a préparé une lettre de relance pour relancer ce dispositif. À savoir que lorsque vous allez dans Toulouse, dans le métro, vous vous déplacez dans le métro de Toulouse, on entend si vous vous sentez harcelé, demandez Angela. C'est quand même quelque chose qui est en train de se déployer assez largement. Mais c'est vrai qu'on est au début. Juste une question, c'est donc j'avais entendu parler de ce système-là qui est également déployé, je crois, à Paris. La question est quels sont les résultats ou quels sont les impacts pour les femmes en fait. Est-ce qu'on a vu des femmes venir, parce que c'est souvent la difficulté, c'est souvent qu'elles n'osent pas en fait rentrer dans un magasin, venir expliquer leurs problématiques. Est-ce que vous avez des résultats par rapport à ça et est-ce que ça permet d'apaiser les choses, ou est-ce que ça permet juste d'informer les gens sur le fait que la violence faite aux femmes est une horreur, en fait. En fait, le dispositif Angela, c'est de mettre à l'abri la personne qui se sent harcelée. C'est dans ce cadre-là, le commerçant ou l'hôtelier,
il a reçu une petite formation pour mettre la personne à l'abri. Mais après, si vous voulez, on n'a pas de retour. À l'heure actuelle, on n'a pas encore de statistiques du nombre de personnes qui ont eu appel à ce dispositif-là. Mais on fait des formations également dans les écoles, dans les collèges. On informe les enfants, on informe les parents, qui se sentent quand même rassurés en leur disant à leur enfant, s'il arrive quelque chose, si tu vois sur la vitrine le sticker Angela, tu rentres dans ce commerce pour te mettre à l'abri. Commerçant qui a été formé pour les gestes à faire et à ne pas faire surtout, à ne pas juger, à simplement mettre la personne à l'abri. Voilà. Appeler, ça dépend de ce qui se passe, selon, soit un parent, soit la police municipale, selon ce qui se passe. Mais à l'heure actuelle, on n'a pas encore de retour. Bonjour, j'aurais également une question. Est-ce que vous vous limitez au commerce de ville et de centre-ville, ou bien ça pourrait se développer également dans des équipements publics, la mairie, le hall d'accueil de la mairie, les bibliothèques, les gymnases ou tout autre équipement public sur lequel on pourrait également, nous, en tant que puissance publique et élus locaux, former nos agents à l'accueil des femmes victimes de violences, notamment une bibliothèque. Ça me paraît assez simple d'arriver à trouver un lieu pour qu'elles puissent se poser, voilà. Oui. Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs ça a été notre première démarche, c'était de former le personnel d'accueil à la mairie, le personnel à la médioludothèque, au centre technique municipal. Ce sont les premières. Oui. Ils ont le sticker Angela. Ces personnes-là, évidemment, ont signé d'office. Ce sont les premiers, d'ailleurs, à avoir été formés à ce dispositif. Voilà. Merci beaucoup, Aline, pour ce témoignage. Je vous propose maintenant d'écouter le témoignage d'une autre élue en vidéo. C'est celui d'Iris Berthomier, qui est conseillère déléguée, conseillère d'arrondissement du 6e arrondissement à Paris. Elle est déléguée à la santé, à l'alimentation durable et au handicap. C'est en vidéo. Mais vous pouvez rester parmi nous si vous le souhaitez. Bonjour, Iris Berthomier, je suis élue à la mairie du 6e arrondissement de Paris en charge des questions de santé et de handicap. Je n'ai pas pu être parmi vous ce soir parce que je suis à la mairie. Chaque année, on remet la médaille du 6e arrondissement à des femmes qui se sont illustrées dans l'arrondissement pour la communauté. Je vais commencer par la question de la protection des femmes, le rôle que nous avons les élus locaux à la mairie. Je voulais citer deux exemples. Nous avons reçu par exemple Marie-France Irigoyen, qui est une spécialiste des violences faites aux femmes et qui a écrit il y a 2 ans le livre Femmes sous emprise. Donc notre idée, c'était de l'inviter à la mairie, qu'elle présente son livre au grand public et qu'elle parle des ressorts de la violence, l'idée de comprendre pour mieux agir. Et donc nous y avons invité évidemment tous les élus. La deuxième action que je voulais mettre en avant, c'est une conférence de l'association Violence et Droits des femmes. Et ils ont parlé plus spécifiquement du sujet de la soumission chimique avec l'invitation d'un journaliste qui a couvert le procès Pellicot. Ce dont je voulais témoigner auprès de vous, c'est en introduction de cette réunion, le président de l'association demande qui dans la salle a déjà été victime de violences et on voit environ 20% des femmes lèvent la main et donc c'est très saisissant comme image de se dire effectivement ça correspond aux statistiques, mais de le visualiser comme ça en tant qu'élu local dans sa propre mairie, c'est quelque chose d'impressionnant à voir. C'est très important d'organiser ce type de temps d'échange au sein des mairies et que ce soit porté par les élus locaux. C'est très important parce que ça diffuse dans la société, ça participe de nos politiques publiques et des actions qu'on met en place. C'est important de comprendre pour agir. Le message que je voulais porter ce soir, il est qu'il faut s'engager à tous les âges de la vie. Il n'est jamais trop tard, jamais trop tôt. La question de l'égalité homme-femme et de la promotion des droits des femmes, elle est à développer toute l'année, à toutes les échelles de la société, par les hommes, par les femmes, par toutes les catégories d'âge et de classe sociale. Donc voilà, engagez-vous et voilà, à bientôt.
Rada Hatem, peut-être rapidement, est-ce que le témoignage de ces deux élus vous inspire, ou est-ce qu'on a quelque chose à nous dire avec ces deux témoignages? Oui, bien sûr. Déjà, en effet, diffuser des dispositifs qui ont fait leurs preuves, comme Je demande Angela, comme le violentomètre sur les baguettes de pain, c'est aussi c'est faire de la prévention, c'est apporter des solutions, donc bravo. Je pense que ça doit être diffusé un peu partout. Alors, pour la question de est-ce qu'on peut former les gymnases, je pense qu'il faut former un maximum d'adultes, et notamment, par exemple, les enseignants. Parce que les violences dans le monde universitaire, les violences à l'école sont légion, et donc il faut que partout il y ait... Alors maintenant, on trouve dans les entreprises et dans certaines universités des référents égalité, des référents violence qui sont formés, qui ont du réseau, qui savent où adresser, donc c'est super. Il faut continuer à développer ces actions-là. Ça, c'est très bien. Après, oui, sensibiliser, développer des rôles modèles, faire intervenir des gens qui connaissent le sujet. Parce que on a l'impression, alors nous, on est biaisé, évidemment. Moi, j'ai l'impression que sur mon fil d'actualité, il n'y a que des histoires de violence, etc. Mais globalement, la grande majorité de nos concitoyens n'est pas aussi au fait des réalités, des chiffres. Par exemple, il y a un chiffre qui est très peu connu. Un enfant meurt tous les 5 jours sous les coups de ses parents. Est-ce que vous connaissiez cette statistique? Elle est effrayante. Les coups de ses 2 parents, souvent. Et donc, ça, il faut absolument diffuser cette connaissance, parce que je vous rejoins, madame, ce n'est pas une affaire de bonne femme, comme disait Simone Veil en parlant de l'IVG, c'est une affaire de société, c'est une affaire d'humanité. Mais je suis d'accord avec vous, j'ai souvent dit, moi je suis pour l'égalité, je suis pour les droits humains, mais aujourd'hui on fait face quand même à un mouvement totalement inattendu. Du retour du virilisme, des masculinistes complètement cinglés qui se sentent dépossédés de je ne sais pas quoi et qui en veulent à la jante féminine. Donc il se passe quand même quelque chose que moi je ne pensais pas, après les années 2000, rencontrer ça. Et ce n'est pas qu'une bande d'allumés au Canada qui ont été tués 25 polytechniciennes. C'est maintenant tous les jours, de manière décomplexée. Et moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces jeunes garçons pour qu'ils endossent ces valeurs. On est presque dans le nazisme à nouveau. Mais on n'a aucune mémoire, l'histoire se répète sans fin, c'est insupportable. Donc je crois que par moment, il faut être un peu carré et appeler un chat un chat. Merci. Et tout de suite, on accueille Sébastien Beauval, qui est adjoint au maire à Courbevoie, en charge de la solidarité, de l'action sociale et de la lutte contre les discriminations. Merci beaucoup. Merci. D'abord, avant de commencer en propos introductif, je suis content d'être parmi vous et généralement sur ce type d'intervention, je suis entouré de femmes et c'est peut-être une des singularités du MoDem qu'il y ait des hommes qui s'intéressent à ces questions, qui portent ces projets. Voilà, et je tenais à le souligner. Donc effectivement, sur Courbevoie, on a lancé en 2021 un conseil local de lutte contre les violences faites aux femmes. C'est une instance un peu inédite en France, en tout cas à ma connaissance, qui n'existe pas et qui a été vraiment voulue et pilotée par la ville de Courbevoie. L'idée, c'était d'avoir une réponse locale à nos problématiques locales. Courbevoie a ses spécificités. On est d'abord l'une des villes les plus denses de France, parmi les 5 villes les plus denses de France. On a une sociologie qui est la nôtre, qui est différente de la ville de Neuilly-sur-Seine ou de Nanterre, 2 villes qui sont voisines à la nôtre. Et par exemple, on a des équipements comme 2 commissariats de police nationale. On n'a pas de service d'urgence hospitalière sur notre territoire. On a 5 collèges, 3 lycées, on a un siège sectoriel des services sociaux du département, on a un tissu associatif qui est le nôtre. Voilà, on a nos spécificités et donc nos réponses
et nos problématiques à Courbevoie ne sont peut-être pas forcément les mêmes sur l'ensemble du territoire. Donc il y a des dispositifs nationaux qui nous a semblé nécessaire d'adapter à la spécificité de notre territoire. Donc ce conseil local permet de réunir l'ensemble des acteurs du territoire qui travaillent de près ou de loin sur les questions de violences faites aux femmes. On va retrouver des acteurs institutionnels, les commissariats de police, l'éducation nationale, on va retrouver des acteurs municipaux, le centre communal d'action sociale que je pilote dans le cadre de ma délégation, mais on va travailler aussi avec l'espace santé jeune, avec le service éducation, avec le service insertion professionnelle. C'est une question importante quand on parle des violences faites aux femmes. Et puis après, on va retrouver des interlocuteurs départementaux, associatifs et l'ensemble des acteurs qui travaillent de près ou de loin sur ces questions. Et donc l'idée, c'était vraiment de savoir se connaître, de travailler ensemble, de casser les silos qui peuvent exister entre chacune de nos institutions pour pouvoir vraiment avancer. Donc, je peux vous donner, donc en 3 ans d'exercice, on a eu un certain nombre d'avancées. On a voulu caler d'abord le fonctionnement de notre conseil local sur le conseil local en santé mentale. Donc on va retrouver les 3 mêmes grandes organisations. Donc on va avoir un comité de pilotage avec la ville, avec les principaux acteurs concernés par cette question. On va avoir des groupes de travail thématiques pour pouvoir avancer en profondeur sur des bilans pour lancer des actions. Et puis on va avoir une assemblée plénière chaque année sur laquelle on rend compte du travail fait dans le cadre de ce conseil local et sur lequel on va tracer aussi les perspectives qu'on commence à avoir pour l'année 2025, enfin l'année qui suit. Et donc sur Courbevoie, à l'heure actuelle, nous avons 2 groupes de travail dans le cadre de ce conseil local. Le premier qui est autour de la sensibilisation et de l'accompagnement des femmes victimes de violences. Et donc sur l'ensemble de l'année 2024, on a pu finaliser des dispositifs pour faciliter le dépôt de plainte dans nos commissariats. On a une convention avec un hôtel de la ville pour que le commissariat puisse permettre à une femme de se mettre à l'abri d'urgence avant même de trouver un hébergement d'urgence avec les associations. Et il y a des conventions avec des taxis G7, puisqu'il faut, notamment pour aller à l'Institut médico-judiciaire des Hauts-de-Seine, qui se situe à Garches, c'est impossible d'y aller en transport en commun, c'est une vingtaine de kilomètres en voiture, donc au moins on sait qu'avec un taxi, la femme victime de violence pourra aller faire les examens nécessaires en toute sécurité, sans se poser des questions logistiques. Et puis après, on a facilité aussi la prise en charge des femmes qui ont des jeunes enfants, des bébés. Notamment, il y a une crèche qui leur permet d'accueillir. Il y a toujours un berceau disponible pour pouvoir accueillir les jeunes enfants. Il y a des kits bébés qui sont mis à disposition du commissariat et dans le CCAS, sur lequel on va retrouver du lait infantile, on va retrouver le doudou, on va retrouver des produits également pour la femme ou pour des plus grands enfants. Si on a besoin de les mettre à l'abri à l'hôtel, au moins elles sont parties souvent avec rien et elles ont au moins le nécessaire pour pouvoir vivre au moins sur les quelques nuits d'hébergement d'urgence avant d'être prises en charge par des associations. On a des ateliers sur le renfort de l'estime de soi. On fait des actions de sensibilisation avec de l'art, des expositions. Cette année, on a eu une exposition photo, enfin une exposition de dessins de 19 femmes remarquables à travers tous les continents. On a des théâtres forums qu'on a organisés. On retrouve également la campagne de sac à pain que l'on a menée à la rentrée en septembre avec le violentomètre et avec le dispositif UME qui est pour identifier les safe places. Et donc pour l'année 2025, on voudrait identifier les safe places sur la commune de Courbevoie. Et puis on commence à travailler sur les violences faites aux femmes pour les femmes en situation de handicap, en réunissant les associations qui travaillent autour du handicap. Le deuxième groupe de travail, c'est un groupe de travail autour des jeunes. Alors
il traite des jeunes filles, mais également des jeunes hommes, puisque souvent on peut retrouver des similitudes dans les problématiques que peuvent rencontrer les adolescents dans le cadre des violences. Donc on a organisé un atelier de sensibilisation des professionnels sur les cyberviolences avec l'association NetRespect, puisque même les gens de mon âge, d'une quarantaine d'années, se retrouvent démunis face aux nouveaux outils digitaux qui existent et à la violence que l'on peut retrouver sur ces plateformes digitales. Et puis après, on travaille également sur l'art avec des théâtres forums pour mettre en avant des femmes remarquables. Je me rappelle que pour avoir assisté à cette manifestation, ils savaient tous citer des grands joueurs de foot, par contre incapables de citer des joueuses de foot. Voilà, il y a vraiment des problématiques à ce niveau-là. Et puis on va développer de plus en plus des actions autour des jeunes parlent aux jeunes. On pense que de faire travailler la paire aidance aura plus d'impact auprès du public jeune. Donc voilà pour le conseil local des violences faites aux femmes de Courbevoie. Merci beaucoup Sébastien. Je vous propose d'écouter un nouveau témoignage vidéo, celui de Michèle Jossier, qui est conseillère municipale à La Roche-sur-Yon. Elle est déléguée à l'égalité femmes-hommes et à la lutte contre les discriminations. Ça va venir. Bonsoir, Michèle Jossier, déléguée territoriale du MoDem Vendée. Ce soir, je m'adresse à vous dans le cadre de mes fonctions de conseillère municipale déléguée à l'égalité femmes-hommes et à la lutte contre les discriminations à La Roche-sur-Yon. Dès le début de mon mandat, j'ai souhaité mettre en place un réseau de partenaires associatifs afin que chacun et chacune, dans son périmètre d'intervention, viennent compléter les actions sur le territoire. Les services de la ville et de l'agglo lyonnaise sont pleinement investis avec nos partenaires associatifs et aux côtés de la déléguée départementale aux droits des femmes. Ainsi, ils participent activement à la tenue du village de l'égalité qui fêtera cette année sa 3e édition ce 8 mars. Cette année, nous avons engagé un travail sous la forme d'ateliers avec le conseil municipal des jeunes et une slameuse, permettant ainsi d'aborder le sujet d'égalité filles-garçons sans préjugés. Le 25 novembre dernier, la ville de La Roche-sur-Yon a lancé le dispositif Angela, un des outils de lutte contre le harcèlement de rue avec des lieux refuges dédiés. Et enfin, pour terminer ma présentation, le 15 mars prochain, en partenariat avec le CLFF et le Zonta Club, nous organisons à La Roche-sur-Yon le premier forum national sur le thème du respect et de l'égalité, avec des interventions, notamment du juge Durand, ex-président de la Civise, d'un sexologue, d'un psychologue, mais également d'écrivains. Voilà, j'espère vous avoir apporté un témoignage de notre engagement à œuvrer tous ensemble pour l'égalité femmes-hommes. Je vous dis à très vite. Rada Hatem, on entend beaucoup parler des violences qui sont faites aux femmes ce soir. Aujourd'hui, quels sont les principaux obstacles qui se dressent devant une femme qui veut témoigner et comment aujourd'hui un élu local peut s'engager dans sa commune pour résoudre un peu ces problématiques ? On a eu quelques témoignages intéressants. Aujourd'hui, la principale difficulté, je dirais que c'est la lenteur de la justice. Beaucoup. Parce que les magistrats sont submergés de dossiers. Les commissariats sont en souffrance aussi. Quand je vais les rencontrer, ils me disent on est 8 et il y a 18 postes, donc on a le même nombre de dossiers. Les magistrats disent on nous a mis la pression pour prendre les dossiers de victimes de violences en priorité, mais on manque de bras et puis du coup les autres dossiers sont en souffrance. Enfin, je trouve ça fou que quelqu'un qui a déposé plainte ait des informations ou une protection 4 ans après. Ça n'est pas normal. Donc je pense qu'il faut vraiment renforcer ce tissu judiciaire et policier. Et puis, après, il y a plein d'initiatives, il y a plein d'associations. Il faut faire attention à ce qu'elles aient tous les moyens.
Ce qui m'interpelle quand même, et ça je pense c'est quelque chose qui doit se gérer localement, c'est que parfois il y a plein d'associations, de petites associations qui font la même chose, qui cherchent des financements et qui finissent par devenir concurrentes et par se faire la guerre alors qu'il y a du boulot pour tout le monde et que peut-être en se regroupant avec des moyens mis en commun, elles seraient plus performantes. Donc je pense qu'il faut veiller à ne pas faire des millefeuilles, on perd en productivité, ce vilain mot. Mais on a le même problème sur la maison des femmes, parce que par exemple il y a beaucoup de mairies qui veulent leur maison des femmes, parce que c'est un engagement politique qu'ils ont pris. Mais quand je leur explique qu'une maison des femmes, sur le modèle de la nôtre, il faut un hôpital, c'est du soin, et c'est pas que des juristes et un cours de yoga, eh ben, je me heurte à de la déception. Et si les agences régionales de santé se mettent à financer toutes ces petites innovations, mais en fait, les maisons qui accueillent, comme nous, 4000 femmes par an, l'État nous donne 150 000 euros, c'est pas raisonnable. Donc, je pense qu'il faut bien réfléchir aux besoins et, dernière chose, à bien mailler le territoire, parce que dans les grandes villes, on a beaucoup de choses. Je prends l'exemple de l'IVG. Par exemple, vous avez besoin d'une IVG à Paris. C'est hyper facile. Il y a un centre de planification familiale à tous les coins de rue, il y en a dans les hôpitaux. Même si les gynécos aujourd'hui ne prennent plus de nouveaux patients, etc., vous y arrivez. Si vous êtes dans un endroit où le centre de planning familial est à 60 bornes, vous prenez votre journée, vous prenez une voiture si vous en avez, vous devez revenir parce que, comme le médecin n'était pas là aujourd'hui, vous n'avez vu que la conseillère. C'est l'enfer. Et donc, il faut bien mailler le territoire. Le drame aujourd'hui, c'est qu'on manque de médecins, c'est qu'il y a des déserts médicaux et qu'on a fermé des maternités parce que déjà, quand on fait peu d'accouchements, on devient incompétent, mais surtout, on n'a pas assez de médecins pour avoir une liste de garde dans toutes les villes. Donc, enfin, il faut repenser en fonction des ressources et je trouve qu'on ne réfléchit pas assez avec cette idée en tête que le territoire doit être aussi un lieu d'égalité femmes-hommes et femmes-femmes. Merci beaucoup. Une question juste ici. Non, c'est pas une question, c'est une intervention suite à ce que vous avez dit. Donc, je suis Stéphane Maguet, maire de Jeanville-en-Beauce, en Eure-et-Loire, 2600 habitants, président des maires ruraux d'Eure-et-Loire aussi, puis président du MODEM, puisque je suis là aussi. Au niveau de l'association des maires ruraux, donc qui est partout en France, justement, c'est pour intervenir après ce que vous avez dit. On a un dispositif qui s'appelle R, élu rural relais de l'égalité. Et on souhaite, alors on est en train de motiver nos collègues maires pour, dans chaque conseil municipal, avoir un élu référent. Un élu référent, c'est pas celui qui va protéger la personne, c'est que cet élu soit connu de la population, et dans des villages, on connaît plus facilement nos conseillers municipaux, et que les femmes puissent se tourner vers cette personne qui va lui donner de l'information et les contacts vers ceux qui vont les aider. Et vers la maison des femmes, certainement à la préfecture ou à la sous-préfecture, parce qu'il n'y en a pas partout, vous avez raison, c'est pas la peine d'en mettre partout. Je voulais dire aussi, on incite les communes, au moins les grosses communes comme la mienne, à avoir des logements d'urgence, parce que oui, souvent c'est accueillir des femmes qui, la gendarmerie a été extrait du domicile, parce que c'est plus possible de vivre avec l'homme souvent, et donc il faut les isoler et pouvoir qu'elles soient éloignées de leur mari. Après, je voulais dire sur ce sujet-là, je pense que ça se passe à l'école, et malheureusement, tous ceux qui ont grandi, ces hommes qui ont grandi et qui n'ont pas été éduqués ou ils n'ont pas eu le savoir de la relation avec une femme, c'est ça, hein, c'est la domination de la femme. L'homme a cette relation avec la femme un peu bizarre souvent. Non, mais c'est vrai. Il faut l'expliquer aux enfants que la femme, c'est un humain comme l'homme, et que la relation, elle doit se faire dans le respect. Mais j'ai une amie qui est prof au collège, et c'est ce qu'elle fait. Parce que pour expliquer aux garçons que quand une fille dit non, c'est non, en fait. Elle a le droit de dire non, il faut le respecter. Il y a tout un tas de choses, et en fait... malheureusement, soit nos parents nous l'ont éduqué, ou c'est venu peut-être comme ça, mais c'est pas le cas de tous les hommes. Enfin, moi, je vois, j'ai des situations, j'en parlais, de femmes qui ont eu des violences, qu'on a extirpées, et que moi, j'ai essayé d'aider
pour aller chercher leurs affaires, juste leurs affaires, parce qu'on les a extirpées du domicile, elles n'ont plus rien. Donc, il y a un moment, moi, je dis, bah, écoutez, je vais aller avec vous, je suis maire, donc j'appelle la gendarmerie pour dire, je vais y aller quand même. Mais voilà, pour essayer d'aider. Et les femmes, enfin, j'avais le cas, il n'y a pas si longtemps, me racontent des choses que jamais j'aurais pu croire que ça existait dans un couple. Ce que vous avez raconté, hein, enfin, des choses comme ça, c'est 20 ans de couple, de vie commune. On dit, mais madame, comment vous avez pu laisser instaurer ça, quoi? C'est dingue. Voilà, donc je voulais témoigner. On essaie de mailler tout le territoire. C'est très bien, que le fait que vous écoutiez ces femmes, ça vous fait prendre conscience, en effet, de, j'ai envie de dire, la banalité du mal. Et tous les maires devraient avoir un moment d'écoute, parce que c'est là qu'ils prennent conscience des besoins. Alors, juste quelques réflexions. On extrait les femmes de leur domicile. Oui, parce qu'en général, on veut les mettre à l'abri. Mais après, se pose une autre question. Pourquoi on n'extrait pas l'homme ? Parce que le problème quand on extrait la femme, c'est qu'on va la sortir de son environnement familier, et surtout les enfants ne vont plus vivre là où ils vivaient. Parfois, on les met à l'autre bout de la ville, dans un autre département. Donc, ils changent d'école, ils perdent le copain. Et puis, en général, ne nous leurrons pas, on ne les héberge pas dans l'équivalent de ce qu'ils avaient. Parfois, c'est une chambre d'hôtel du SAMU social. Donc, les gamins, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent, ma PlayStation, elle est chez papa. Ici, il y a des punaises. Moi, je retourne chez papa. Donc, il faut vraiment réfléchir aussi à qu'est-ce qu'on fait des agresseurs. Et ça, je trouve qu'on ne s'en occupe pas assez. Il y a des femmes qui ne veulent pas retourner chez elles parce qu'elles ont des souvenirs horribles. Il faut les accompagner. Mais globalement, c'est quand même assez dégueulasse d'enlever madame et les enfants et de laisser monsieur dans son 80 mètres carrés, peinard, avec ses petites habitudes et tout son confort. Là, il y a un truc qui ne va pas. Alors, il faut prendre en charge les auteurs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire éventuellement leur donner des nuits d'hôtel à eux pour qu'ils se cassent du domicile, et puis ensuite les accompagner sur le plan de la compréhension de ce qu'ils font. Moi, je vais parfois en prison, et pour des gars, ils sont en prison parce qu'ils ont tapé leur femme violemment, sinon ils ne seraient pas en tôle. Et ils me disent, non, mais c'est parce que ma femme, elle a embobiné le juge, moi je suis un gentil garçon, je donne une petite tape. Écoute, elle a 15 jours d'ITT, excuse-moi, mais... Bon, mais non, les femmes, elles sont plus fortes que nous, elles sont plus intelligentes que nous. Ça revient tout le temps. Et c'est sa copine qui lui bourre le mour et patati et patata. Vous avez raison, on a un problème éducatif. Je ne sais pas comment le résoudre. Il y a une chose qui est sûre, il y a un rapport récent qui est sorti sur violence en situation de pouvoir. Et pour moi, ce rapport dit tout. Parce qu'en fait, la violence conjugale, c'est pas de l'amour. Les viols, c'est pas de l'amour. C'est du pouvoir. Et que vous soyez dans un parti politique... Est-ce que vous avez vu ce film espagnol extraordinaire qui s'appelle Nevenka ? C'est l'histoire d'une jeune femme qui rentre, alors je ne sais pas si c'est le Modem ou équivalent, dans une ville espagnole et qui se fait méga draguer par le président et qui, elle est sous emprise, elle accepte, elle est flattée, et puis au bout d'un moment elle se dit mais qu'est-ce que je fous là ? Et ça se termine très mal pour elle. C'est très intéressant sur le plan des violences dans le monde politique. Dès qu'il y a du pouvoir, il y a de la violence. Et on a signé une convention avec l'armée pour aller former l'armée. Et on a eu une réunion avec des généraux, des amiraux. Et Sébastien Lecornu a été absolument grandiose parce qu'il a dit « Écoutez, messieurs, je n'ai jamais reçu une petite gendarmette, un général venu se plaindre d'avoir été agressé par une gendarmette. Donc en général, c'est le contraire. Donc faites le ménage dans vos rangs. » C'était quand même assez audacieux. Donc à la maison, c'est pareil. Les hommes ont eu le pouvoir pendant 5000 ans. Ça va être long. Mais il va falloir qu'ils acceptent de renoncer à certains privilèges. Et j'ai l'impression qu'on n'a pas pris le bon chemin, parce qu'aujourd'hui, ils sont tous énervés, ils en ont marre, ils vont pleurnicher qu'ils n'ont pas eu ce poste-là parce qu'ils étaient vachement bons, mais en fait, à cause de toutes ces lois sur l'égalité et la parité, c'est pas eux qui l'ont eu, et l'autre, elle est nulle, et ça revient tout le temps. Donc oui, il faut commencer à l'école. Alors, on a cet Evars là, qui a fait beaucoup couler d'encre,
l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Je déplore qu'il y ait le mot sexuel, c'est pas absolument indispensable, parce que les parents pensent qu'on va apprendre le Kama Sutra à leurs enfants. Et en fait, non. Et justement, on leur parle de quoi? De respect, d'égalité, de consentement, de violence dans les familles, d'inceste. Et ça permet à des enfants parfois de venir nous voir après en disant « Madame, vous avez dit un truc, mais à la maison, chez moi, c'est comme ça ». Donc oui, il faut investir massivement dans la prévention. Merci. Et la prévention aussi pour les hommes violents, parce que quand on met les hommes violents en prison, c'est comme quand on met des gens radicalisés en prison, ou pas très radicalisés, ils se surradicalisent. Les hommes en tôle, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient des SMS à longueur de journée à leurs femmes en disant « Espèce de salope, c'est ta faute si je suis là, tu verras quand je vais sortir ». Et très souvent, les féminicides, c'est aussi quand ils sortent de prison. Donc, c'est pas une solution. Il faut les soigner. Il faut leur réparer leur disque dur. Merci beaucoup. Dans un an, il y a les élections municipales qui vont avoir lieu et on le sait, il y a des lois qui obligent la parité au sein des conseils municipaux, mais ce n'est pas forcément le cas au sein des conseils communautaires. Et donc, je vous prie de bien vouloir accueillir M. Frédéric Zinski, qui est conseiller municipal à Cestas et ancien député de la 7e circonscription de Gironde et qui gère aussi le village décentralisation du MoDem pour qu'il nous parle de ça. Merci beaucoup. D'abord, merci d'avoir organisé cette soirée au siège du MoDem. Bravo pour votre engagement et merci pour ce que vous faites. Avant de démarrer, je voulais juste saluer deux femmes qui ont beaucoup compté pour moi sur ces sujets que nous évoquons ce soir. D'abord, Maude Gattel, notre secrétaire générale, à côté de qui j'ai eu l'honneur de siéger à la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale. Et elle est notamment beaucoup intervenue sur ce qui se passe en Iran avec le phénomène femme, vie, liberté. Et l'autre personne que je voudrais citer également, c'est Bérangère Couillard, donc, qui a été également députée de ma circonscription, que j'ai remplacé donc, en qualité de suppléant, et qui aujourd'hui préside au Conseil à l'égalité. Et donc, voilà, je vous tenais à la saluer avant de débuter mon intervention. La question ce soir, effectivement, c'est quelles actions pour protéger et soutenir les femmes? Eh bien, je crois que la première réponse, peut-être, c'est qu'elles arrivent à avoir plus de responsabilités dans les instances, notamment les conseils municipaux et les conseils communautaires. Alors, quelle est la situation aujourd'hui? Quelques chiffres que je peux vous donner. Sachez qu'en France, 80% des maires sont des hommes. Voilà, donc ça, c'est un chiffre qui est quand même assez impressionnant. Et pire encore, 89% des présidents d'intercommunalité sont des hommes également. Voilà. Alors aujourd'hui, que dit la loi? Bien sûr, vous connaissez, pour les élections municipales, il y a une obligation de parité sur les listes, hein, pour les villes de plus de 1000 habitants. Voilà, donc, voilà, donc ça, c'est déjà, bien entendu... non, alors pour les plus de 1000 habitants, c'est obligatoire depuis plusieurs années. Et il y a deux angles morts encore qui existent. C'est donc les communes de moins de 1000 habitants, voilà, où là, il n'y avait pas de scrutin de liste paritaire. Et également la problématique des exécutifs donc intercommunaux, où là, il n'y a pas du tout d'obligation. Vous savez que dans un conseil municipal, lorsqu'on élit les adjoints, eh bien, il faut présenter une liste paritaire également. Donc, sur les bureaux des communes, il y a une certaine parité, mais qui n'est pas absolue. Je vais vous prendre l'exemple de ma commune, puisque je suis élu à Cestas. Nous avons donc un maire, qui est un homme, et nous avons 9 adjoints. Et donc la liste d'adjoints débutée par un homme, ce qui fait que sur le bureau à la mairie, vous avez 6 hommes et 4 femmes. Voilà, donc il y a eu des textes portés notamment par Bérangère Couillard en mars 2021, également que je salue d'ailleurs aussi Élodie Jacquier-Laforge, qui est bien entendu au MoDem et qui est l'ancienne vice-présidente de l'Assemblée nationale, qui avait porté également un texte pour que les listes d'adjoints commencent par le sexe opposé à celui du maire, pour avoir une parité parfaite au niveau des bureaux des communes, de se retrouver comme dans ma commune à moi, pour 10 élus dans le bureau, et bien d'avoir 5 hommes et 5 femmes. Voilà. Donc ensuite, nous avons les comités de communes,
où là, bien, vous savez, les élus communautaires sont élus à partir des listes municipales, mais sur l'élection des bureaux des intercommunalités, il n'y a absolument aucune application, aucune exigence. Et donc, moi, dans ma communauté de communes, donc, qui est une communauté de communes périurbaine à Bordeaux, nous avons donc 3 communes avec 25 élus provenant donc de ces 3 communes. Qui fournissent bien entendu des hommes et des femmes puisque l'élection provient du conseil municipal, mais le bureau donc, où il y a le président et 5 vice-présidents, eh bien, ce sont uniquement des hommes. Et donc ça c'est pas acceptable. Alors qu'est-ce qu'on fait? Vous avez effectivement précisé que j'étais co-animateur du village décentralisation. Il y a d'abord une mobilisation dans ce village. Nous avons 2 axes, c'est à la fois transmettre à nos élus à l'Assemblée nationale, mais qui, bien entendu, nous a pas entendus, ont commencé à travailler, porter des textes pour faire évoluer la loi dans ce sens. Et puis, je crois que la vocation aussi des villages, c'est de porter des idées que nos candidats vont proposer l'année prochaine aux élections municipales. Alors moi, c'est un engagement que j'ai déjà pris dans mon programme de 2020, à savoir que les bureaux à la fois municipaux et intercommunaux soient absolument paritaires. Donc effectivement, oui, il faut faire changer la loi parce qu'on s'aperçoit que sans la loi, il n'y a rien qui avance. Mais au MODEM, nous savons aussi porter nos idées en dehors de la loi, qui ne sont pas illégales, mais enfin, en tout cas qui permettent de faire avancer les choses, parce que c'est une absolue nécessité. Donc voilà l'engagement que nous portons, que nous allons porter au mouvement démocrate à travers nos candidats l'année prochaine. Et je crois qu'au MODEM, on est plutôt exemplaire, puisqu'en 2022, si je ne m'abuse, le groupe MODEM à l'Assemblée nationale était le 2e groupe qui avait le plus de parité au sein de son groupe. Oui, alors effectivement, je n'ai pas parlé des élections législatives, mais donc il n'y a pas non plus d'obligation pour les élections législatives. On essaye bien entendu de constituer des binômes déjà pour les élections législatives. Vous avez un titulaire et un suppléant. Donc moi en l'occurrence j'étais le suppléant de Bérangère Couillard, même si elle n'est pas au MODEM, elle est dans la grande famille puisque c'est une élue Renaissance, et donc la plupart des élus de notre groupe étaient basés sur cette parité. Et effectivement, nous avions aussi donc un groupe où la parité n'était pas complètement respectée, mais enfin, en tout cas avec un des groupes où il y a le plus de femmes, et aussi dans des positions de responsabilité, puisque nous avions donc un siège de vice-président. Il y en a 6, je crois, à l'Assemblée nationale, et donc il y avait un siège qui est occupé par Élodie Jacquier-Laforge, et puis après beaucoup aussi dans les ministres aussi qui ont siégé au gouvernement récemment. Il y a eu, je crois, intégralement la parité au niveau des représentants du MODEM. Merci beaucoup Frédéric. Merci à vous. Alors, tu verras, la semaine prochaine, il me semble, vous votez. Donc, c'est passé au Sénat en dessous de 1000 habitants. La semaine prochaine, le 11. Voilà. Donc, il suffit de voter à l'Assemblée. Voilà. Après, je voudrais, c'est bien toutes les lois comme ça. Dans la réalité, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai constitué plusieurs fois des listes pour trouver des femmes. Je rame et je voudrais bien. Non, mais c'est ça. Le problème, c'est que par défaut, une femme, elle dit « Ouais, mais je suis pas sûr que je vais être à la hauteur. » L'homme, il ne dit jamais ça. Et voilà, non, mais je le déplore. Je voudrais bien avoir même commencé par une première adjointe. C'est pas le cas. Moi, comme tu dis, on a une différence de 2 parce que je vais commencer par un homme derrière moi. Mais après, beaucoup disent, d'ailleurs, ça râle beaucoup dans les communes rurales qu'il y ait l'AMF et la MRF qui poussaient ça. Parce que derrière, comment on fait? Si c'est pour mettre des adjointes ou des conseillères municipales, mais qui viennent plus au bout d'un moment parce qu'elles n'ont pas envie, parce que je sais pas pourquoi. Donc il faut certainement, au niveau de l'éducation, que les femmes, on leur dise qu'elles peuvent faire aussi autant que les hommes. Je sais pas, il y a quelque chose qui va pas. Enfin moi, c'est pas mon souhait, j'ai rien contre les femmes, mais c'est la réalité. Je sais pas comment vous le vivez dans vos communes. De disponibilité peut-être. Alors il y a eu des lois pour garder les gamins, mais
dans la réalité, comment on met ça en œuvre? Enfin, la conseillère municipale, comment elle va faire pour demander dans une petite commune? Enfin, c'est difficile. Alors, j'ai pas de solution, mais en tout cas, la loi qui force à faire. Bah, moi, j'ai des conseillères, je les vois plus depuis très très longtemps. Ils ont quasiment, j'ai été les chercher, je les ai traînés quasiment, mais pour dire, bah, allez, s'il te plaît, c'est bien ce que tu fais, ta voix compte, enfin, plein de choses pour dire, parce que je le croyais, hein, mais. Non, je voulais juste... Oui, bien sûr, c'est un problème de troisième journée à faire pour les femmes, et je comprends qu'elles ne soient pas super enthousiastes. Mais de toute façon, les femmes sont élevées dans l'idée qu'elles ne seront pas à la hauteur. Écoutez, je vous partage ce témoignage. J'ai passé une super soirée hier avec mes petites polytechniciennes. La première de toutes les promos du monde, si j'ai bien compris, me disait que elle était donc à l'école avec un garçon brillant également, et que le prof leur avait dit, tenez-vous bien, enfin il lui avait dit à elle, oui, alors toi tu réussis parce que tu travailles, mais lui, là, il est créatif, intelligent, etc. Et donc, quand tu vas monter, tu vas voir, tu vas te casser la gueule, eh ben, elle est 1000 fois mieux classée que lui à Polytechnique. Je veux dire, comment on peut dire ça à une fille? Eh ben, c'est toute la journée. Donc, le syndrome de l'imposteur, elles le portent, les femmes. Et je voulais juste partager le témoignage de la directrice RSE, je crois, de la Banque Postale, qui me disait qu'ils avaient créé une école autour de l'intelligence artificielle et qui voulaient absolument la parité et qu'ils n'y arrivaient pas. Et donc les gars revenaient en disant oui, mais tu sais, on a sollicité les collègues, elles veulent pas. Vous y retournez. Elle m'a dit j'ai fait ça 10 fois. Au bout de 10 fois, on avait la parité. Donc ne vous découragez pas, ça va le faire. Je me permets aussi de rebondir. Je suis président d'un mouvement de jeunesse, les jeunes du MoDem, et ce sujet de la vocation chez les femmes, on l'a aussi chez nous, même chez les jeunes. Mais je pense que justement la question de la parité, parce que j'ai la chance de présider un bureau qui est paritaire, ça permet justement d'avancer vers ces questions-là, parce qu'en fait les femmes sont peut-être un peu plus difficiles à aller les chercher que les hommes, mais elles ont tout autant envie de s'engager, et qu'il faut faire ce travail-là en fait, d'aller les chercher, mais qu'on est rarement déçu après par leur engagement. Donc je pense que c'est un travail collectif qu'on doit faire, mais je pense que, et moi je suis très fier de présider ce mouvement qui est paritaire. Justement, chez les jeunes démocrates, on s'est intéressé, et on se réclame de l'humanisme, donc on s'est intéressé à cette question du féminisme. Et Louise Daniel et Florian Mazet, qui est aussi dans la salle, donc encore un binôme paritaire, ils ont travaillé sur cette question de la précarité menstruelle, qui était un autre volet des violences peut-être que vivent les femmes. Est-ce que Louise, tu peux nous présenter ce rapport que tu as fait, peut-être le constat que vous avez pu faire et les solutions que vous proposez maintenant dans les débats publics? Et je me permets d'ajouter que c'est une très grande fierté pour moi et aussi pour tous les jeunes démocrates qui ont travaillé sur ce rapport de le présenter devant vous, Madame Rada Hatem. Merci Jules. Donc oui, effectivement, l'année dernière, on s'est emparé du sujet avec Florian qui est effectivement là. Et puis, on a la chance d'avoir Flore Grèze aussi au fond de la salle, qui est une vice-présidente de la FAGE. Et on a pu auditionner la FAGE et puis le laboratoire Clarifarm, qui est un laboratoire breton. Parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait 4 millions de femmes qui vivaient dans la précarité menstruelle, que la précarité menstruelle, ce n'était pas forcément que ne pas avoir accès à des dispositifs de protection menstruelle, mais c'était aussi travailler sur la composition et sur la distribution avec les entreprises de santé. Parce qu'il y a des gros risques, des infections, des syndromes du choc toxique, et que la précarité menstruelle peut mener à de l'absentéisme professionnel ou scolaire. Il y a déjà des mesures qui sont en place au niveau de la TVA réduite sur les produits d'hygiène, des distributeurs gratuits qui sont mis en place dans les entreprises ou au sein des universités. Cette année, il y a eu le remboursement de certaines protections périodiques, notamment celles qui sont lavables. Mais nous, on a voulu aller plus loin en proposant la gratuité des protections pour toutes, qui serait un petit peu calculée sur le modèle écossais, l'obligation d'installer des distributeurs dans les facultés et dans les entreprises en incitant les entreprises à le faire avec un label entreprise menstruellement responsable, de travailler sur la directive européenne qui s'appelle MDR sur les dispositifs médicaux, parce qu'actuellement les tampons et les cups ne sont pas reconnus comme des dispositifs médicaux, et dans certains autres pays comme le Brésil, le Japon ou le
Canada, c'est le cas. Donc en fait, on importe sur notre marché européen des produits qui sont mieux réglementés que ce que nous, on produit au niveau de l'Union européenne. Donc il y a juste un mot à changer au sein d'une directive européenne. Et puis notre grande proposition, c'est de rouvrir Jules rigole parce qu'il a beaucoup travaillé là-dessus cette semaine, mais c'est de rouvrir le débat sur le congé menstruel, parce qu'on se rend compte que 65% des femmes ne sont pas en capacité d'aller au travail parfois pendant leur menstruation. Donc c'est notre volonté de rouvrir le débat. Ce n'est pas passé au Sénat, ce n'a pas été voté non plus en commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale, mais on voudrait bien qu'il y ait un autre débat qui s'ouvre sur ce sujet-là. Donc voilà, vous avez le rapport sur la table si vous voulez le lire à un moment donné. Je ne sais pas si ces propositions amènent des réactions, mais en tout cas, on les met dans le débat public et on verra comment cela vivra. J'ai la chance maintenant d'accueillir un autre jeune démocrate, un des plus illustres, puisque Pierre-Jean, tu es conseiller régional d'Île-de-France. Et tu as travaillé sur la question de la monoparentalité. Il faut savoir que la monoparentalité, c'est une réalité qui touche une femme sur 3, je crois, en Île-de-France. Et tu as travaillé sur une stratégie francilienne pour répondre à ces problématiques que ça peut poser. Merci Jules, encore la gentillesse de m'appeler jeune élu, donc je le prends. Et effectivement, en tant que jeune élu, quand on a démarré, on a vu souvent la question de la monoparentalité être à la tête des journaux, être un facteur d'explication brandi parfois à tort et à travers de différents épisodes sociaux ou autres ces dernières années. Et moi, ça m'a interpellé, j'ai voulu en voir et en savoir un petit peu plus. On a effectivement ce chiffre-là, qui est déjà éloquent sur la fréquence de cette situation, puisque dans les années 70, un enfant sur 10 grandissait dans une famille monoparentale. C'est passé en France à un enfant sur 4. Donc on passe quand même de 10% à 25%, et c'est même plus en Île-de-France, du phénomène notamment urbain, c'est un enfant sur 3 en Île-de-France désormais qui grandit dans une famille monoparentale. C'est pas une situation qui dure forcément, en moyenne c'est 6 ans, une situation de monoparentalité dans notre région. Mais après ça, c'était tout. Et donc je recite Florian Mazet qui m'a accompagné, qui est collaborateur à la région, et donc on a essayé de trouver d'autres chiffres, on n'en a pas trouvé, et donc on a tout simplement décidé de saisir une opportunité. C'est une fois par an. Une fois par an, on a l'occasion à la région de faire une proposition quand on est dans l'opposition comme moi. Alors ce n'est jamais repris, puisque ça c'est d'autres règles politiques qui veulent que voilà, il y ait une majorité et une opposition, mais peu importe, c'est pas le sujet de la soirée. Mais j'ai quand même pris mon bâton de pèlerin pour essayer de convaincre des collègues en me disant la cause doit nous rassembler, c'est pas une question de droite, de gauche, de centre ou je ne sais quoi. Et on a, alors ça n'arrive jamais, mais là on a réussi à avoir un débouché positif à cette proposition, et notamment la première étape, c'est de se dire on a besoin d'en savoir plus, puisque à part les quelques chiffres que je vous ai donnés, c'était à peu près tout, alors que c'était souvent dans le sujet au débat national. Ce qu'on s'est aperçu déjà, c'est sur les enfants, la situation de pauvreté des enfants dans des situations de monoparentalité est 2,5 fois plus importante. Donc on voit qu'il y a un vrai sujet d'inégalité derrière, et d'inégalité homme-femme absolument criant, et qui moi m'a particulièrement surpris, même si on s'y attendait quand même avant de voir les résultats de l'étude qui a été publiée là il y a quelques jours. Selon cette étude, premièrement, les situations de rupture, on s'est intéressé aux situations de rupture comme phénomène, bien entendu, déclencheur de la monoparentalité ensuite. Après une rupture, les femmes ont des pertes financières 2 fois plus importantes que les hommes. C'est x2 au moment de la rupture. Et c'est même, plus le couple a duré, plus l'union a été longue, plus la différence est importante, puisqu'après un divorce, donc il y a eu un mariage, et souvent la durée du couple a été plus longue, c'est 4 fois. Donc la perte financière des femmes après une rupture est 4 fois plus importante que pour les hommes. Donc on voit la situation importante, et qui les plonge dans la pauvreté. C'est une femme sur 6 après une séparation qui plonge dans la pauvreté immédiatement du fait de la séparation. La deuxième chose qui nous a particulièrement interpellés et qui appelle les propositions et les solutions d'action qu'on va essayer d'aller défendre avec Florian, toujours, devant le Conseil régional maintenant, c'est la situation de trappe à pauvreté. Au bout de 2 ans,
en réalité, les hommes retrouvent leur situation ex ante. Les femmes, non. Ce qui fait que la situation, la différence de niveau de vie entre les femmes et les hommes, la perte de niveau de vie entre les femmes et les hommes au bout de 2 ans est 7 fois plus importante pour les femmes. Donc la perte de niveau de vie est 7 fois plus importante que les hommes au bout de 2 ans après une séparation. Et on pourrait s'attendre, en tout cas ceux qui avaient lancé l'étude s'attendaient à une différence en réalité plus faible lorsque ce sont des mères, parce qu'il y a normalement cette pension alimentaire qui sert à combler la différence et qui est normalement versée et dépend des revenus du père. En réalité, c'est encore plus important, c'est 8 fois. Donc quand vous êtes une mère, après une séparation, en moyenne 2 ans après, votre perte financière, votre perte de niveau de vie est 8 fois plus importante que pour votre ex-conjoint. Donc on voit les données du problème, et certainement parce que cette étude-là qui vient d'être publiée est la première en fait du genre en la matière et a été faite avec l'INSEE, donc avec des chiffres robustes. C'est sûr qu'en tant qu'élu, quand on n'a pas les chiffres, on n'a pas les situations, c'est difficile de se rendre compte du problème et évidemment d'agir. Et c'est ce qui est expliqué au départ avec Florian. On s'est dit, bon, on va recenser tout ce que fait la région pour les femmes seules et surtout les situations de monoparentalité. En fait, on n'a rien trouvé. Il n'y avait aucun dispositif ciblé sur les femmes en situation de... Enfin, les mères en situation de monoparentalité, alors qu'on a énormément de dispositifs de formation. C'est notre compétence normalement à la région de former, d'accès à l'emploi, et on voit bien entendu que derrière les situations de niveau de vie, c'est évidemment les carrières professionnelles qui sont fortement impactées par les ruptures, par la monoparentalité et auxquelles il faut s'attaquer. Donc ça sera le premier enjeu auquel on veut trouver des solutions, c'est des parcours de formation qui prennent en compte la garde des enfants, qui soulagent psychologiquement les femmes qui veulent se réengager dans un parcours professionnels, puisque souvent elles vont choisir des emplois moins bien rémunérés, qui vont être plutôt intermittents, qui vont avoir des horaires spécifiques et autres, et ce qui ne leur permet pas d'avoir une carrière professionnelle au niveau de ce que vous mentionniez. J'ai bien aimé votre expression en disant on comprend les femmes quand elles ne veulent pas forcément commencer leur 3e journée en acceptant un mandat. Il y a évidemment cette situation en manière de carrière professionnelle, et donc il faut qu'on ait des dispositifs dédiés et pensés pour ces situations évidemment spécifiques. La deuxième chose, c'est la question du logement. Et moi, c'est vrai que c'est notamment le logement social qui ne joue pas du tout son rôle aujourd'hui. Il est beaucoup trop figé. Et ce qu'on s'aperçoit, ce dont on s'aperçoit quand on a regardé ces chiffres-là, c'est quand on est dans le logement social, on a beaucoup moins de personnes qui quittent le logement après la séparation. Parce qu'en réalité, c'est tellement difficile, le logement social est construit de telle façon dans notre pays que c'est très difficile de bouger dans le logement social et d'avoir des parcours locatifs adaptés à ses besoins. Et donc, on a des mères seules, solo, qui sont obligées de rester même après la séparation dans le logement social avec leur ex-conjoint. Et donc, c'est évidemment une situation qu'il faudra faire évoluer. Et deuxièmement, on le voit, mais c'est finalement la conclusion de ce que je vous disais auparavant, c'est en termes de taux de propriété chez les mères 2 ans et chez les femmes 2 ans après la séparation, il est 3 à 4 fois plus faible parmi celles qui étaient propriétaires que chez leur ex-conjoint. La troisième chose et la dernière chose sur laquelle on veut jouer, puisque ça ne paraît pas dans l'étude, mais c'est on a rencontré beaucoup d'associations et de mères et de mamans solo, c'est le sentiment de solitude et d'isolement, puisqu'évidemment s'occuper de ses enfants à temps plein, le soir, le week-end, ça coupe de son environnement social, et il y a besoin de créer des espaces de répit, des espaces également de sociabilisation, de sociabilité avec d'autres adultes, et pas forcément toujours avec ses enfants. Et donc c'est le troisième axe des actions qu'on ira défendre bientôt devant les collègues du Conseil régional. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Pierre-Jean, et on te souhaite le meilleur dans ce combat politique. J'en profite pour saluer monsieur Éric Martineau, député de la Sarthe, qui nous fait l'amitié de sa présence. Je sais à quel point il est engagé, à l'instar de ses collègues du groupe démocrate, sur ces questions de défense des droits des femmes. Et j'espère que toutes les bonnes idées locales qu'on a évoquées ce soir vont le faire réfléchir pour avoir des traductions législatives. Et j'en profite pour dire qu'un rapport aussi des jeunes démocrates est à sa disposition, et que je serais ravi qu'il y ait des traductions législatives de ces idées. Tu as une vidéo à lancer, Louise, je crois. On a là une dernière vidéo avant de clore la soirée, une vidéo de Rebecca Breitman, qui est conseillère municipale à Strasbourg et conseillère eurométropolitaine de Strasbourg.
Bonjour, je m'appelle Rebecca Bretman, j'ai 34 ans et je suis élue à Strasbourg et dans la métropole de Strasbourg. Après plusieurs discussions avec des associations féministes, avec des femmes qui s'engagent et militent dans leur quartier, eh bien, nous sommes arrivés à une conclusion forte, celle de garantir dans l'espace public la sécurité de toutes et tous, et notamment des femmes qui, par l'extinction de l'éclairage public, se sentent parfois en danger et changent leur façon d'occuper l'espace public. Eh bien, ce débat, ce sujet, c'est un sujet important, c'est un sujet qui, en tant qu'élu local, compte beaucoup pour moi. Et c'est pourquoi, avec de nombreuses associations, nous avons demandé à ce que la municipalité réfléchisse à des nouvelles formes d'éclairage public. On pourrait penser, parce que sauver la planète, protéger l'environnement, c'est important, à des éclairages en LED ou qui s'allument au moment où les uns et les autres passent dans la rue, ce qui permettrait de retrouver un partage équitable et égalitaire de l'espace public sans cette crainte de rentrer seul dans le noir. Voilà, c'est un exemple très concret de ce qu'on peut faire quand on est élu local et c'est un exemple très concret de ce qu'on peut faire auprès des femmes dans nos villes, auprès des femmes qui veulent retrouver cet espace partagé et serein. Et c'est un peu aussi pour ça que je tenais à vous partager cet exemple parce que c'est celui du quotidien et c'est là où il y a la beauté du rôle de l'élu, c'est que c'est sur des petites choses du quotidien que notre action compte et qu'elle contribue à cette égalité pour toutes et tous dans notre pays et à l'échelle de nos villes. Rada Hatem, nous arrivons à l'issue de cette soirée. Est-ce que vous avez un petit mot de conclusion à nous livrer avant que je redonne la parole à Maud Gattel pour la conclure? Écoutez, non, pas particulièrement. Je suis très impressionnée par l'engagement de ces jeunes élus, et notamment de ces jeunes femmes élues. Je crois qu'on a mis sur la table pas mal d'idées qui pourraient donner lieu à une feuille de route assez conséquente. Donc, on a besoin aujourd'hui, en tout cas, de choses concrètes, de messages d'espoir, d'actions pratiques qui montrent que le politique est encore là et prêt aussi à faire son vrai job. Moi, je pense que maire, c'est c'est le bon format, c'est le bon endroit pour faire des choses extrêmement utiles. J'ai la chance d'avoir pour amie très proche Cathy Bontinck, qui est la maire adjointe de Saint-Denis, qui est une ville pas commode. Et je vois bien que quand on est maire, en fait, on peut tellement changer la vie de ses citoyens, bien plus que quand on est à un échelon supérieur. Donc, bon courage, beaucoup de travail, mais beaucoup d'espoir au bout. Merci beaucoup. Maud Gattel, secrétaire générale du MoDem, pour conclure cette soirée. Merci beaucoup Jules, merci beaucoup Louise pour l'organisation de cette soirée. Et oui, à la fois beaucoup de choses terribles, parce qu'il y a encore tant à faire, et en même temps, beaucoup d'espoir. Et tous nos intervenants ce soir ont démontré combien cet espoir était là, et qu'avec beaucoup de volonté, beaucoup d'énergie, beaucoup d'engagement, on arrive à faire bouger les choses. Alors, merci beaucoup à Aline, Iris, Michel, Rebecca. Et puis je voudrais excuser Sylvie Dumont-Prieux, qui est conseillère municipale d'Hérouville, qui devait être avec nous ce soir et qui n'a pas pu pour raison familiale. Également un grand merci à Frédéric, Sébastien, Pierre-Jean pour leur témoignage. C'est aussi une marque de fabrique chez nous, c'est qu'on considère que la diversité, qu'elle soit dans les âges, dans les sexes, dans les origines, elle est source de richesse et vous avez prouvé, messieurs, à quel point on pouvait faire avancer les choses aussi. Et donc merci pour ça. Et puis un immense merci, Rada, pour votre présence. Je crois que voilà, vous nous avez aussi donné beaucoup d'espoir et en tout cas une leçon d'engagement et donc au service des droits des femmes. Et donc merci infiniment pour ça. Et cet engagement, il est évidemment essentiel. Il était évidemment essentiel pour nous toutes, dans nos frontières, en dehors de nos frontières, mais il est aussi essentiel parce que les reculs sont si faciles. Il y a quelques semaines, les États-Unis d'Amérique ont vu un nouveau président et vous avez eu immédiatement, au moment de son élection, le slogan
Your body, my choice. Exploser. Ton corps, mon choix. C'est le slogan des masculinistes, qui considèrent qu'effectivement, le retour de bâton doit être total et que la place des femmes est dans la cuisine. Vous avez vu les géants de la tech, Elon Musk en premier, mais aussi Mark Zuckerberg, expliquer que les programmes diversité dans les entreprises, c'était terminé. Ce recul des droits des femmes, il est en général, il annonce d'autres reculs, et c'est la raison pour laquelle il faut continuer à se battre, chez nous, mais aussi en dehors de nos frontières. Et je voudrais aussi qu'en cette soirée, nous ayons une immense pensée pour toutes ces jeunes Afghanes qui, depuis 2 ans désormais, n'ont plus le droit d'aller à l'école, pour ces Iraniennes qui se battent pour leur liberté et pour les Ukrainiennes. En tout cas, je voulais vous dire un immense merci. Merci pour la qualité des échanges de ce soir, sur la tribune et dans la salle, et continuons le combat. Merci à tous.